L'ennemi n'a même pas eu besoin d'attaquer, on s'est rendu. Sérieusement, j'ai de plus en plus l'impression qu'on vit dans un immense cirque. Tout ce qu'on voit en France et plus largement en Europe, c'est une succession de polémiques, de crises montées en boucle, d'annonces contradictoires, de promesses creuses. Et bizarrement, à chaque fois que les gens commencent à parler des vrais problèmes, le coût de la vie, le logement, la corruption, les multinationales qui échappent à tout contrôle, une nouvelle affaire surgit, pile au bon moment, pour rallumer le feu ailleurs. Tout devient spectacle. Les dirigeants se comportent comme des acteurs. Les débats politiques ressemblent à des sketchs. Ils s'envoient des pics à la télé, se mettent en scène sur les réseaux, jouent les héros ou les victimes selon le jour. Et pendant ce temps, les décisions se prennent dans le dos du peuple. C'est tellement caricatural que ça en devient insultant. Comme si on assistait à une pièce de théâtre où on n'a même plus le droit de sortir de la salle. Ce qui me rend fou, c'est que les gens qui osent dire que quelque chose cloche sont immédiatement catalogués, complotistes, extrémistes, ignorants. Alors qu'en réalité, beaucoup ressentent la même chose, un malaise profond, une impression d'être pris pour des idiots. Comment peut-on encore croire que tout ça est normal ? Regardez les médias, toujours les mêmes invités, les mêmes sujets, les mêmes angles. On crée des oppositions artificielles, des catégories de gens qui devraient s'affronter, mais on ne parle jamais des causes réelles. Le narratif tourne en boucle, comme un disque rayé, peur, danger, division. C'est pratique, tant qu'on regarde le chaos à la télé, on ne regarde pas ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir. Et au fond, tout cela sert à quoi ? À détourner notre colère, à la canaliser dans de fausses batailles. Pendant qu'on se dispute sur des symboles ou des petites phrases, les lois passent, les inégalités se creusent, et l'argent continue de couler vers les mêmes poches. Le pire, c'est qu'ils le font avec un sourire, comme si tout cela faisait partie d'un grand jeu politique. J'en viens à me demander si le but n'est pas justement de nous épuiser mentalement. Créer un bruit constant, un flot d'informations contradictoires, pour qu'on ne sache plus à quoi se fier. À force, les gens décrochent, se résignent. C'est exactement ce qu'ils veulent, un peuple fatigué, divisé, incapable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Ce n'est pas possible d'être aussi déconnecté du réel sans que ce soit volontaire. Soit ils se moquent de nous, soit ils savent exactement ce qu'ils font. Et franchement, dans les deux cas, c'est terrifiant. L'idée que certains traitements capables de guérir définitivement des maladies soient volontairement mis de côté repose sur un constat inquiétant. Dans le système actuel, la santé est devenue un marché. Une guérison totale met fin à un revenu régulier, alors qu'un traitement chronique crée une dépendance durable et prévisible. Les grandes entreprises pharmaceutiques investissent des sommes colossales dans la recherche, mais ces investissements ne sont pas guidés uniquement par la volonté d'éliminer la souffrance. Ils sont aussi orientés par la rentabilité. Un médicament qui soigne un patient en quelques jours n'apporte qu'un profit ponctuel, tandis qu'un traitement à prendre chaque semaine ou chaque mois génère des bénéfices stables pendant des années. Certains chercheurs témoignent, souvent de manière anonyme, que des pistes prometteuses ont déjà été abandonnées pour des raisons économiques. Il ne s'agit pas toujours de complots ou de décisions secrètes, mais plutôt de choix stratégiques, financer ce qui rapporte le plus, même si cela ne guérit pas complètement. Ce mécanisme touche surtout les maladies longues ou incurables, celles qui nécessitent un suivi constant, diabète, certaines formes de cancer, troubles auto-immuns, ou encore maladies neurodégénératives. Les traitements sont optimisés pour stabiliser, contrôler, retarder, jamais pour éradiquer. Le problème ne vient pas uniquement des laboratoires. Il s'étend à tout un réseau, les investisseurs, les autorités sanitaires, les lobbies, les brevets, les politiques de remboursement. Chacun a quelque chose à y gagner, et personne ne veut risquer l'équilibre financier d'un système fondé sur la maladie plus que sur la guérison. Au final, on se retrouve dans une contradiction morale, la médecine, censée libérer l'être humain de la douleur, devient parfois une industrie qui a besoin que la douleur perdure pour exister. Tant que la santé sera traitée comme une source de profit plutôt qu'un droit fondamental,
il sera toujours plus rentable de maintenir un malade en vie que de le rendre totalement guéri. Franchement, je crois qu'on a perdu la tête. Depuis des années, on nous inonde de messages sur l'urgence climatique, sur la planète en danger, sur la fin du monde si on ne change pas tout de suite. Mais regardez la réalité, toutes ces politiques soi-disant écologiques n'ont servi qu'à nous surtaxer, nous restreindre et nous culpabiliser. On parle sans arrêt de transition verte, de neutralité carbone, de souveraineté énergétique, mais dans les faits, on ne fait que punir nos propres citoyens et nos entreprises. On ferme des centrales, on interdit des véhicules, on bloque des projets industriels parce qu'ils ne respectent pas les objectifs climatiques. Pendant ce temps, les grandes puissances continuent comme si de rien n'était, la Chine ouvre des centrales à charbon, les États-Unis subventionnent à tout va leur industrie, et nous, on s'enferme dans nos dogmes verts en croyant sauver le monde. Résultat, on a détruit notre tissu industriel, on dépend de plus en plus des importations, et on s'étonne que les prix explosent. Avant, la France était connue pour son savoir-faire technologique, son industrie, son énergie nucléaire propre et stable, son agriculture performante. Aujourd'hui, on est en train de devenir un musée du passé, un pays où il est plus facile d'organiser un festival que d'ouvrir une usine. Les ingénieurs partent à l'étranger, les PME croulent sous les normes absurdes, et les agriculteurs meurent à petit feu sous le poids de la paperasse et des taxes écologiques. Et pendant ce temps, les politiques se félicitent, regardez, on a réduit nos émissions. Oui, évidemment, on ne produit plus rien ici. On a juste délocalisé la pollution ailleurs. Tout ce système est construit sur une hypocrisie totale. On fait culpabiliser les gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, mais on importe des produits fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions catastrophiques. Et la meilleure ? Chaque nouvelle mesure écologique s'accompagne d'une nouvelle taxe, taxe carbone, malus écologique, taxe sur les billets d'avion, sur les emballages, sur l'énergie, sur les logements. À ce stade, on ne parle plus d'écologie. On parle de racket organisé sous couvert de vertu morale. L'écologie devrait être un projet collectif, intelligent, qui soutient l'innovation et la production locale. Au lieu de ça, c'est devenu une religion punitive. Tu consommes, tu es coupable. Tu chauffes trop égale tu es irresponsable. Tu veux garder ta vieille voiture, tu es un danger public. Le pire, c'est qu'on se moque de nous à l'étranger. Les autres pays viennent faire du tourisme chez nous, admirer nos beaux paysages et nos musées, pendant que nous, on n'a plus d'industrie, plus de souveraineté, et bientôt plus d'énergie bon marché. On s'auto-détruit au nom d'une idéologie qui ne sauve même pas le climat mondial. L'Europe et la France sont en train de devenir les bons élèves d'un concours que personne d'autre ne joue. Et pendant qu'on s'impose des règles impossibles, les autres avancent, innovent et nous vendent ce qu'on n'est plus capable de produire. Ce n'est pas ça, la transition. C'est une régression organisée, financée par nos impôts, et applaudie par des technocrates déconnectés. Je commence à penser que Beyoncé n'est pas seulement une artiste, mais une sorte d'institution en elle-même, protégée, financée, et utilisée comme un pilier de contrôle culturel. Et quand on regarde de près, il y a un schéma inquiétant autour d'elle, des artistes prometteurs, souvent jeunes, qui montaient en puissance et commençaient à éclipser son influence, disparaissent, meurent ou voient leur carrière s'effondrer mystérieusement. Souvenez-vous de Aaliyah, elle devait exploser dans les années 2000, juste avant que Beyoncé devienne la reine du R&B. L'accident d'avion ? Trop de coïncidences dans les circonstances. Même chose pour des artistes comme Prince ou Whitney Houston, tous deux avec une influence immense, tous deux ayant commencé à dénoncer certains aspects de l'industrie juste avant leur mort. Et devinez qui s'est retrouvé systématiquement célébré ou mis en avant juste après. Beyoncé. Ce qui me perturbe le plus, c'est le nombre de symboles occultes et de références ésotériques dans ses performances. Le rituel du Super Bowl 2013, la chorégraphie avec le triangle et les éclairs, les clins d'œil constants à Isis, à Baphomet, aux Illuminés, tout ça n'est pas anodin. Ces mises en scène ressemblent plus à des cérémonies de pouvoir qu'à des shows.
Et quand des gens osent la critiquer, ils sont systématiquement blacklistés par les médias ou les maisons de disques. Regardez Kerry Hilson, ou même des rappeurs comme Trick Daddy qui l'ont publiquement remise en question, leur carrière s'est éteinte du jour au lendemain. Est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce qu'elle a littéralement le pouvoir de détruire ceux qui menacent son empire? Je ne dis pas que Beyoncé appuie elle-même sur la gâchette, mais dans une industrie où les contrats, les images publiques et les flux financiers sont contrôlés par les mêmes cercles élitistes, elle n'a pas besoin de le faire. Elle est la figure, le symbole. Et ceux qui montent trop haut, trop vite, finissent accidentellement effacés. Les gens se moquent de ces théories, mais il suffit d'aligner les dates, les morts, les discours. Le schéma est là. L'Union européenne prépare tranquillement ce qu'ils appellent l'euro numérique. On nous vend ça comme une simple modernisation des paiements, mais soyons honnêtes, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste une nouvelle version de la carte bancaire, c'est une monnaie programmable, émise et contrôlée directement par la Banque centrale européenne. Et qui dit programmable dit contrôlable. Aujourd'hui, si tu critiques le gouvernement, tu risques une amende ou une censure en ligne. Demain, avec l'euro numérique, ils pourront simplement te couper l'accès à ton argent. Un clic, et ton compte est en anomalie. Pire encore, imagine un euro numérique avec date de péremption. Ils pourront t'obliger à dépenser ton argent avant une certaine date pour stimuler l'économie ou empêcher que tu épargnes trop. Ton argent ne t'appartiendra plus vraiment. Et ils appellent ça du progrès. C'est la même logique que pour les passes sanitaires, d'abord c'est optionnel, ensuite c'est fortement conseillé, puis c'est indispensable pour vivre normalement. Quand ils contrôleront directement la monnaie, ils contrôleront tout, ce que tu achètes, où tu le dépenses, et combien de temps tu peux le garder. Ce qu'ils veulent, c'est un système où chaque transaction est traçable et où chaque citoyen peut être puni financièrement sans passer par un juge. Ce n'est pas de la science-fiction, la Chine le fait déjà avec le yuan numérique. Et maintenant, l'Europe suit le même chemin. On a remplacé la liberté par la commodité, et bientôt, la commodité se retournera contre nous. Plus j'y pense, plus c'est évident, Trudeau ressemble beaucoup trop à Castro pour que ce soit un simple hasard. Les visages, les expressions, même la gestuelle quand il parle en public. C'est le genre de ressemblance qui te met mal à l'aise parce qu'elle semble impossible à ignorer, mais que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Quand on regarde les voyages des Trudeau dans les années 70, les dates collent presque parfaitement avec la période où il aurait pu être conçu. Les photos d'époque, les liens d'amitié entre les familles, le ton extrêmement personnel des éloges qu'il a fait à la mort de Castro, tout ça mis bout à bout, ça finit par former quelque chose de trop cohérent. Et c'est justement ça qui rend la théorie si fascinante. Ce n'est pas une histoire de documents secrets ou de conspiration internationale, c'est juste une série de détails visibles, étalés sous nos yeux, mais qu'on refuse d'assembler. C'est comme si l'information était là, mais qu'on préférait rire plutôt que d'y réfléchir. Je ne sais pas si tout le monde suit ce qui se passe, mais on sent venir le truc à des kilomètres. Depuis des semaines, le gouvernement parle de responsabilité budgétaire, de réduction du déficit et de mobiliser l'épargne nationale. Traduction, ils ont cramé l'argent public pendant des années, et maintenant qu'ils sont au pied du mur, ils cherchent un moyen de prendre dans nos poches pour réparer leurs erreurs. L'État français est endetté à plus de 110% du PIB. Les taux d'intérêt ont explosé, et les marchés commencent à douter. Du coup, Bercy nous prépare lentement à l'idée qu'il faudra faire un effort collectif. D'abord, ce seront les gros livrets et assurances vie dormante. Ensuite, les livrets à temporaire. Puis, pourquoi pas un petit prélèvement exceptionnel de solidarité sur tout le monde? On a déjà vu ça ailleurs. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2013, Chypre a littéralement taxé les comptes bancaires pour sauver ses banques. En Italie, dans les années 1990, ils avaient prélevé 0,6% sur les dépôts pour combler le déficit. Et maintenant la France?
Ils appellent ça de la stabilité financière, mais c'est juste une autre façon de dire on va se servir dans votre épargne. Le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Tant que le salaire tombe, tant qu'on peut acheter sur Amazon, personne ne bouge. Mais le jour où ils toucheront à l'argent que les gens ont mis de côté, souvent toute une vie d'effort, là, ça va exploser. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une simple addition, d'être record plutôt en hausse plus promesses politiques intenables, égale l'argent va bien venir de quelque part. Et devinez d'où. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie de la dette Internet, mais plus le temps passe, plus elle me semble crédible. L'idée, en gros, c'est que la majorité du contenu qu'on voit aujourd'hui en ligne n'est plus créé par des humains. Tout ce qu'on lit, regarde ou écoute sur Internet serait, en grande partie, produit par des bots ou des systèmes automatiques conçus pour donner l'illusion d'une activité humaine. Et franchement, quand on y pense, ça fait froid dans le dos. On a tous remarqué ce sentiment étrange, les commentaires qui se ressemblent tous, les discussions qui tournent en rond, les tendances qui apparaissent du jour au lendemain sans qu'on sache vraiment d'où elles viennent. C'est comme si Internet était devenu un écosystème qui se nourrit de lui-même, où les algorithmes créent du contenu pour d'autres algorithmes, pendant que les humains, eux, ne font plus que regarder. Sur Twitter, des comptes qui semblent humains mais qui postent 24h/24. Même sur Reddit, certains threads donnent l'impression d'être écrits par des gens qui n'existent pas vraiment, des phrases parfaites, un ton neutre, des réponses ultra rapides, mais sans âme. Comme si tout ce qu'on lisait était une copie de copie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'authentique. Et ce qui rend la théorie encore plus flippante, c'est qu'on pourrait déjà être dans cette phase sans s'en rendre compte. Peut-être que la majorité des utilisateurs qu'on croise ne sont plus réels. Peut-être que la plupart des tendances sont entièrement artificielles. Peut-être qu'on parle dans le vide, sur un réseau qui continue de tourner par inertie, rempli de fantômes numériques qui se répondent les uns aux autres. Parfois, j'ai cette sensation très nette, je poste quelque chose, je regarde les réponses, et je me demande si quelqu'un derrière un vrai écran vient de me lire, ou si tout ça n'est qu'une simulation, un écho. Comme si Internet avait survécu à ses créateurs et qu'il continuait d'imiter la vie pour cacher le fait qu'il est déjà mort. Franchement, je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. Pendant des années, on nous disait que l'idée d'une identité numérique centralisée n'était qu'une théorie du complot. Et maintenant, voilà que Keir Starmer et son gouvernement l'annoncent fièrement comme une avancée vers une société moderne et efficace. Vous avez vu leurs arguments? Ils prétendent que ce sera pour empêcher les étrangers de travailler illégalement ou simplifier les démarches administratives. Sérieusement? Les étrangers ne peuvent déjà pas travailler sans visa. Les entreprises doivent déjà vérifier les papiers d'identité et les statuts. Rien de nouveau là-dedans. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que chaque étape de ta vie va bientôt dépendre de cette carte numérique, ton compte bancaire, ton accès à la santé, tes impôts, ton dossier médical, ton droit de vote, peut-être même ton permis de conduire. Tout sera relié. Et une fois que tout est centralisé, tu n'as plus aucun contrôle. Imagine, tu dis ou postes quelque chose que le gouvernement n'aime pas. Une erreur technique et ton compte est bloqué. Tu veux retirer de l'argent? Il te faut l'autorisation de ton profil numérique. Tu veux voyager? Ton identité numérique doit être validée. On a vu ce genre de choses ailleurs. En Chine, le système de crédit social a commencé exactement comme ça, sous prétexte de sécurité et de simplification. Maintenant, les gens peuvent perdre l'accès à des services pour une simple opinion. Et pendant ce temps, les médias britanniques répètent le discours officiel comme des perroquets, c'est pour votre sécurité sérieusement, qui croit encore à ça. On a déjà eu la même histoire avec les applications de traçage Covid, la reconnaissance faciale, et maintenant l'identité numérique. Le plus inquiétant, c'est que tout cela semble fait pour provoquer la colère du peuple. Personne ne peut être aussi stupide pour penser que forcer un système pareil ne causera pas une révolte. On dirait presque qu'ils veulent que ça explose, qu'ils cherchent une crise pour imposer ensuite encore plus de contrôle pour notre bien.
On nous avait traités de paranoïaques quand on disait que le monde se dirigeait vers un système où ton argent serait lié à ton identité. Et maintenant, la Banque d'Angleterre parle ouvertement de monnaie numérique de banque centrale, CBDC, qui pourrait être intégrée à cette même identité numérique. C'est littéralement ce qu'on craignait. Ce n'est pas un progrès. C'est une prison numérique dorée. Et le pire ? Beaucoup de gens applaudissent encore parce qu'ils pensent que c'est moderne. Une théorie que j'ai entendue évoquer récemment, et qui m'a vraiment retourné le cerveau, c'est celle selon laquelle la conscience humaine, cette capacité unique qu'on a à se penser soi-même, à distinguer le bien du mal, à imaginer et créer, serait apparue à cause d'une consommation précoce et massive de champignons hallucinogènes par nos ancêtres. En gros, l'idée c'est que dans les premiers stades de l'évolution de l'humanité, certains groupes d'hominidés auraient eu accès à des champignons psychoactifs, probablement des psilocybes, et que cette expérience aurait littéralement reconfiguré leur cerveau. Les hallucinations, les visions, la perception altérée du temps et du soi auraient déclenché des connexions neuronales inédites, entraînant une forme primitive d'introspection, de symbolisme et peut-être même de langage. D'un point de vue purement biologique, ce genre d'expérience pourrait effectivement modifier les structures cérébrales sur plusieurs générations, surtout si elle a été répétée et intégrée à des rituels sociaux. Mais ce qui rend la théorie encore plus fascinante, c'est la manière dont certaines traces théologiques semblent la soutenir. Par exemple, dans la Bible, le fameux passage où Adam et Ève goûtent au fruit défendu est souvent interprété comme le moment où l'humanité acquiert la connaissance du bien et du mal, autrement dit, la conscience morale. La traduction classique parle d'une pomme, mais dans le texte hébreu original, le mot utilisé pourrait se rapprocher d'un terme décrivant un champignon. Si c'est vrai, alors le fruit défendu n'était pas un symbole de simple désobéissance, mais celui d'une expérience psychédélique initiatique, un contact direct avec la connaissance et la divinité. Et ça ne s'arrête pas là. Dans l'hindouisme, la vache est considérée comme un animal sacré, symbole de fertilité et d'abondance. Mais certaines interprétations suggèrent que cette sacralisation pourrait venir du fait que les vaches favorisaient la pousse de champignons psychoactifs dans les champs, après la pluie, grâce à leur fumier. Autrement dit, la vache aurait été vue comme un intermédiaire entre le monde physique et spirituel, un véhicule permettant l'accès à ces portes de la perception. Enfin, il existe aussi des traces visuelles troublantes. Une fresque médiévale découverte à Mérigny, en France, montre Adam et Ève sous un arbre qui, à y regarder de plus près, ne ressemble pas du tout à un pommier, mais à un grand champignon stylisé. C'est une image assez déroutante, parce qu'elle semble soutenir l'idée que cette interprétation psychédélique du mythe biblique n'est pas récente, qu'elle a circulé, peut-être discrètement, depuis des siècles. Alors évidemment, tout ça reste une théorie, pas une vérité scientifique. Mais elle pose une question vertigineuse, et si la conscience humaine n'était pas un pur produit de l'évolution naturelle, mais le fruit d'une rencontre accidentelle avec une substance qui a, littéralement, ouvert nos esprits ? Je vis à proximité d'Austin, et honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. Ces pluies étaient trop intenses, trop ciblées, et surtout, les jours précédents, j'ai vu plusieurs avions suivre des trajectoires parfaitement quadrillées dans le ciel. Je sais que certains vont dire « condensation », mais ces traînées restaient visibles pendant des heures. Ce qui me fait douter encore plus, c'est que la NOAA a admis depuis 2023 avoir mené des programmes de cloud seeding dans plusieurs États. Officiellement, c'est pour augmenter les précipitations dans les zones sèches. Mais qui contrôle ces opérations ? Qui vérifie qu'elles ne sont pas utilisées ailleurs ? Ensuite, regardez les données météo, la cellule orageuse principale est restée stationnaire exactement au-dessus des zones les plus peuplées et industrielles pendant près de 10 heures. Les météorologues parlent de blocage atmosphérique, mais c'est une explication très pratique. Enfin, le timing. Juste après les inondations, le gouvernement annonce de nouvelles zones inhabitables et la relocalisation forcée de milliers de familles. Ça ressemble drôlement à une manœuvre de reconfiguration du territoire, détruire des zones, les rendre inassurables, puis racheter à bas prix. Peut-être que je me trompe, mais ça fait beaucoup de coïncidences pour un simple événement naturel.
Si quelqu'un a des liens sur les expériences de géo-ingénierie ou les programmes ARP, je suis preneur. La théorie de la Terre creuse est l'une de ces idées étranges qui ont traversé les siècles, oscillant entre mythe, ésotérisme et pseudoscience. Elle repose sur une hypothèse simple mais vertigineuse: la Terre ne serait pas un bloc solide, mais un immense globe creux, et à l'intérieur se trouverait un autre monde, un monde appelé Agartha. Selon les partisans de cette théorie, nous vivons à la surface extérieure de cette sphère, tandis qu'à l'intérieur existerait une autre surface, inversée, baignée d'une lumière propre émise par un soleil central. Ce monde souterrain abriterait des continents, des océans, une flore luxuriante, et surtout une civilisation extrêmement avancée, plus ancienne et plus évoluée que la nôtre. Certains vont jusqu'à dire qu'Agartha serait une sorte de refuge spirituel, peuplé d'êtres à la fois matériels et éthérés, les gardiens de connaissances perdues et de technologies incomprises. L'idée remonte à loin, on la retrouve dans certaines légendes tibétaines, dans les mythes nordiques du monde souterrain, et même dans la littérature chrétienne médiévale, qui évoque parfois des royaumes cachés sous la croûte terrestre. Mais la version moderne de la théorie a été popularisée au XIXe siècle, quand certains explorateurs et mystiques ont commencé à affirmer qu'il existait des entrées vers ce monde caché aux pôles nord et sud. Des ouvertures naturelles menant directement vers l'intérieur de la Terre, que les gouvernements auraient depuis scellées ou dissimulées. Agartha serait, selon ces récits, un royaume en parfaite harmonie avec la nature, dirigé par une conscience collective ou un roi du monde. Les habitants y vivraient dans une paix durable, maîtrisant des formes d'énergie propres, une science de la vibration et de la lumière, et une compréhension spirituelle de l'univers qui dépasse tout ce que l'humanité de la surface peut concevoir. Certains textes ésotériques prétendent même que ces êtres interviendraient parfois discrètement dans notre histoire, influençant le cours des civilisations humaines pour éviter leur destruction. Ce qui rend cette théorie si persistante, c'est peut-être le fait qu'elle touche à quelque chose de symbolique. L'idée qu'il existe un autre monde sous nos pieds, invisible, mais bien réel, reflète une obsession humaine très ancienne, celle d'un dedans caché, d'un centre spirituel du monde. Qu'il soit réel ou non, Agartha fonctionne comme un miroir mythique, une version idéale de notre planète, préservée de la corruption et de la violence, où l'humanité aurait évolué sans perdre son lien avec le sacré. Et quand on regarde certaines cartes anciennes ou des témoignages d'explorateurs comme l'amiral Byrd, qui affirmait avoir vu des paysages verdoyants au-delà du pôle, on comprend pourquoi cette idée continue d'intriguer. Vous avez déjà remarqué à quel point certaines discussions en ligne semblent être presque impossibles à suivre sans tomber sur un flot constant de messages qui défendent certaines positions ou narratifs spécifiques? Certains utilisateurs commencent à se demander si ce n'est pas orchestré, surtout quand il s'agit de sujets sensibles autour du Moyen-Orient. Beaucoup pensent que certains États, y compris Israël, investissent énormément dans la communication numérique et les campagnes d'influence pour façonner l'opinion publique. Sur des forums comme 4chan, Reddit ou même Twitter, on voit parfois des schémas bizarres, des posts coordonnés, des comptes qui répètent les mêmes messages, des arguments qui reviennent encore et encore. On dirait qu'il y a une volonté claire de contrôler la perception que les gens ont d'eux, de présenter une image positive et de brouiller certaines discussions. Ce n'est pas juste un hasard si certaines opinions deviennent dominantes ou si certaines critiques disparaissent presque. Ce qui est frustrant, c'est que ça devient presque impossible de suivre une conversation neutre. Même quand on cherche des informations équilibrées, on se retrouve noyé par des contenus très orientés. Ce n'est pas forcément illégal, mais ça montre à quel point Internet est devenu un champ de bataille pour l'attention et l'opinion. Les États, les institutions et parfois même des groupes organisés savent exactement comment saturer les discussions pour influencer les perceptions. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. On croit participer à des débats ouverts, mais en réalité, nos opinions peuvent être façonnées subtilement par la manière dont l'information est présentée, répétée et amplifiée. Internet est censé être un espace libre, mais il est clair que certaines forces savent comment manipuler ce flux à leur avantage, et ça vaut pour tous les pays impliqués, pas seulement un seul. Et si le Moyen-Âge n'avait jamais existé? C'est une théorie qu'on appelle parfois Phantom Time Hypothesis,
et même si elle semble complètement folle au premier abord, certains détails donnent envie de creuser un peu. L'idée, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen Âge, grosso modo les années 600 à 900, serait en grande partie une invention. Une période ajoutée artificiellement au calendrier, ou du moins reconstruite de toutes pièces à partir de fragments d'époques bien plus anciennes. En gros, on aurait gonflé l'histoire d'environ 3 siècles qui ne se sont jamais produits. Quand on regarde de près, les similitudes entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge sont effectivement étranges. Les structures sociales, les croyances, l'architecture, la manière de représenter le pouvoir, tout semble être une continuité presque parfaite, juste avec des noms différents. Les rois remplacent les empereurs, les églises remplacent les temples, les saints reprennent les rôles symboliques des dieux antiques. On a l'impression que le décor change, mais que la pièce reste la même. Certains chercheurs marginaux avancent que cette illusion historique viendrait d'une erreur, ou d'une manipulation, dans le calendrier. Charlemagne, par exemple, serait un personnage en grande partie mythologique, construit pour combler un vide entre la chute de Rome et l'an 1000. En ajoutant ces siècles fantômes, les autorités religieuses du Moyen Âge auraient pu consolider leur propre légitimité, en créant une continuité fictive entre Rome et la chrétienté. Et quand on regarde les preuves matérielles, c'est vrai que c'est un peu étrange, très peu de traces archéologiques concrètes existent pour certains de ces siècles supposés. Peu de constructions, peu de innovations, peu d'objets clairement datables entre 600 et 900. Comme si, pendant 300 ans, l'humanité avait appuyé sur pause. J'ai l'impression que plus on essaie de comprendre certains événements liés à Epstein et aux documents supposés autour de tout ça, plus on se fait passer pour des fous. Au début, il y avait ces annonces, des rumeurs, des gens qui disaient que certains dossiers allaient être rendus publics, et ça donnait l'impression qu'on allait enfin voir ce qui se passait réellement. Mais maintenant, quand on creuse un peu, tout semble avoir disparu ou être nié par ceux qui étaient censés divulguer ces infos. On se retrouve à douter de nos propres souvenirs et à se demander si tout ça a jamais existé. Ce qui est le plus frustrant, c'est le sentiment que certains réseaux de pouvoir au niveau mondial pourraient être impliqués. On n'a pas de preuves directes, mais on voit comment certaines informations disparaissent, comment certaines personnes semblent intouchables, et ça crée une impression d'impunité totale. Le fait que des documents soient évoqués puis effacés ou niés ne fait qu'alimenter le doute. On ne sait plus à qui se fier, et chaque nouvelle information semble sortir avec une intention précise de nous embrouiller. C'est difficile de ne pas se sentir manipulé. On essaie de s'informer, de comprendre, mais à chaque fois que quelque chose semble émerger, on nous fait croire que ce n'est rien ou que ça n'a jamais existé. C'est comme si le système jouait avec notre perception de la réalité. On nous dit que ce n'est que paranoïa, mais la manière dont certaines informations sont contrôlées et censurées pousse vraiment à se demander ce qui se passe derrière les portes fermées. Le plus étrange, c'est ce sentiment collectif, des milliers de personnes suivent ces histoires, discutent, partagent des théories, et pourtant, à chaque fois qu'on pense qu'on va toucher une partie de la vérité, tout s'évanouit. Ça devient épuisant et presque désespérant. On veut croire qu'un jour, la lumière sera faite, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est questionner, analyser et se méfier de ce qu'on nous présente comme la réalité. La mort de Coluche reste entourée de zones d'ombre qui continuent de troubler ceux qui s'y intéressent. Officiellement, il s'agissait d'un accident de la route banal, mais plusieurs détails ne collent pas. Le camion impliqué n'avait aucune raison de se trouver à cet endroit précis. Il n'y avait ni carrière, ni dépôt, ni itinéraire professionnel justifiant sa présence. Et surtout, ce demi-tour soudain, effectué en pleine ligne droite, juste au moment où la moto de Coluche arrivait en face, a toujours semblé absurde. À cela s'ajoute le contexte. Coluche ne faisait pas l'unanimité dans les sphères de pouvoir. Il dérangeait. Son humour visait les institutions, les politiciens, les médias, et il osait dire tout ce que beaucoup pensaient tout bas. Quelques mois avant sa mort, il avait reçu plusieurs menaces sérieuses. Les services de sécurité en avaient connaissance, mais rien n'avait été fait pour le protéger davantage. Ce qui renforce encore les soupçons, ce sont les sondages de l'époque.
Quand il avait annoncé sa candidature à la présidentielle, il était arrivé en tête des intentions de vote. Pour beaucoup, c'était un signal d'alarme, un humoriste, sans parti, sans réseau, soutenu par le peuple, capable de bouleverser tout un système. Peu après, les pressions se sont multipliées, jusqu'à ce qu'il renonce officiellement. Et puis, quelques mois plus tard, cet accident improbable. Les témoins ont été entendus, mais certaines déclarations ont disparu des dossiers, d'autres ont été jugées incohérentes ou négligées. Le chauffeur du camion n'a quasiment pas été inquiété, et l'enquête a été close rapidement. Avec le temps, l'affaire a glissé dans la mémoire collective comme une fatalité, mais pour beaucoup, elle reste une blessure non refermée. Coluche représentait une parole libre, populaire, incontrôlable. Et sa disparition, si brutale, a laissé derrière elle un silence lourd, presque politique. Je sais que ça va sembler fou à beaucoup, mais si vous regardez les détails, tout colle d'une manière qui ne peut pas être une coïncidence. Charlie Kirk, 2 jours avant sa mort, aurait envoyé ces messages dans un groupe privé où il expliquait clairement qu'il allait arrêter de soutenir Israël sur sa chaîne parce que certains donateurs avaient décidé de ne plus contribuer. Puis, presque immédiatement après, il est assassiné. C'est impossible à ignorer. Les gens disent que ce genre de choses n'arrive pas, que c'est trop extrême, mais si vous mettez les pièces du puzzle ensemble, ça commence à ressembler à un motif très inquiétant. Et ce qui me glace le sang, c'est sa femme. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit dévastée, mais au lieu de ça, elle ne montre presque aucune émotion. On dirait qu'elle savait ce qui allait se passer ou, pire, qu'elle en a profité d'une manière ou d'une autre. Les interactions qu'elle a eues depuis la mort de Charlie donnent l'impression qu'elle utilise la situation à son avantage, presque comme si c'était calculé. C'est un peu comme dans les films ou les séries, mais en vrai. Les réactions humaines ne sont jamais aussi propres, aussi exactes si ce n'est pas orchestré. Et puis il y a Candace Owens qui, d'une manière ou d'une autre, prouve que ces messages existaient. On ne sait pas si c'est intentionnel ou si c'est un hasard, mais ça ajoute une couche supplémentaire de crédibilité à l'histoire. Si on réfléchit à la mécanique derrière tout ça, ça ressemble à une opération bien planifiée, où chaque pièce est positionnée pour envoyer un message et contrôler la perception publique. Franchement, quand vous commencez à regarder les détails, ça devient effrayant. Les événements, les messages, les réactions, tout semble suivre un schéma qui dépasse la simple coïncidence. Et c'est exactement pour ça que ces histoires deviennent virales. Elles sont trop choquantes pour être ignorées, mais si vous creusez, elles racontent une histoire qui pourrait être terriblement vraie. Je ne dis pas que c'est confirmé, mais la logique interne de tout ça est troublante et mérite d'être examinée de près. L'idée que le trafic de drogue en France soit en partie géré ou protégé par certains responsables politiques et des membres haut placés de la police revient souvent dans les discussions sur la corruption d'État. Elle s'appuie sur une logique simple, un commerce aussi massif, structuré et durable ne pourrait pas exister sans un certain niveau de tolérance ou de complicité au sommet. Le trafic de drogue représente des milliards d'euros chaque année. Cet argent circule, se blanchit, s'investit dans l'immobilier, les entreprises, les marchés financiers. Ce flux financier ne peut pas passer inaperçu. Des réseaux puissants savent comment dissimuler les origines de ces fonds, souvent avec l'aide de personnes en position d'autorité capables de fermer les yeux ou de détourner des enquêtes. Certains témoignages d'anciens policiers ou de douaniers évoquent des dossiers étouffés, des cargaisons saisies puis mystérieusement relâchées, des opérations interrompues sans explication claire. Dans certains cas, les trafiquants arrêtés étaient liés à des figures influentes ou à des informateurs protégés par des services spéciaux. Ces pratiques, justifiées officiellement par des « raisons d'État » ou des « nécessités de renseignement », brouillent la frontière entre lutte contre le trafic et gestion de celui-ci. Des observateurs estiment que certains décideurs politiques profitent de cette situation pour maintenir un équilibre de façade. Le trafic devient alors un outil de contrôle social et territorial. Il permet de canaliser la misère, de nourrir des zones où l'économie légale ne fonctionne plus, tout en servant de prétexte à un renforcement de la surveillance et de la répression.
Les rares affaires qui touchent de près des personnalités publiques sont souvent classées ou enterrées discrètement. Le système s'auto-protège, les uns se couvrent entre eux, les autres profitent du silence général. Pendant ce temps, les réseaux de rue continuent d'alimenter le marché, visibles pour les caméras mais éloignés des véritables centres de décision. En apparence, la guerre contre la drogue continue. En réalité, certains y trouvent un intérêt à ce qu'elle ne se termine jamais. Tant que l'argent circule, tant qu'il nourrit les circuits économiques et politiques, la frontière entre l'illégal et l'officiel restera floue. J'ai l'impression que ces dernières années, on est devenu de plus en plus vulnérable aux histoires incroyables qui circulent en ligne, surtout dans le domaine politique et médiatique. Sur Internet, il suffit d'un message, d'une capture d'écran sortie de son contexte, ou d'une déclaration ambiguë pour que des rumeurs folles deviennent virales. On voit des gens raconter des complots impliquant des gouvernements, des célébrités ou des influenceurs, et souvent, ceux qui y croient le font parce que ça confirme quelque chose qu'ils ressentent déjà, l'impression que le monde est manipulé, que rien n'est ce qu'il semble. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est la mécanique derrière ça. Dès qu'une rumeur prend un peu d'ampleur, elle se nourrit elle-même. Les gens commentent, partagent, théorisent, et chaque interaction sert à renforcer la croyance collective, même si les preuves sont inexistantes. Plus l'histoire est dramatique ou choquante, plus elle circule rapidement, et plus elle devient réelle aux yeux de ceux qui la consomment. C'est comme une bulle où l'émotion remplace la véracité. Il y a aussi un phénomène étrange, certains comptes ou pages semblent capitaliser sur ces histoires pour créer de l'engagement. Peu importe si la rumeur est fausse, l'important est qu'elle fasse réagir. Les créateurs de contenu comprennent instinctivement que le scandale, la peur ou la colère génèrent des clics et de la visibilité. Dans ce sens, Internet est devenu un amplificateur de paranoïa, et nous sommes tous pris dedans, qu'on le veuille ou non. Et au milieu de tout ça, il y a ce sentiment général que personne n'est vraiment innocent. Même nos proches, nos amis, peuvent participer sans le vouloir à la propagation d'une info douteuse. On partage des histoires, on commente, on se sent connecté à la vérité, mais en réalité, on est souvent manipulé par des algorithmes qui savent exactement quoi nous montrer pour provoquer une réaction. Je ne dis pas que toutes les histoires sont fausses, mais je pense qu'on devrait apprendre à respirer avant de croire tout ce qu'on lit. Surtout quand ça implique des accusations graves contre des individus ou des gouvernements. La ligne entre vérité et fiction est devenue tellement floue qu'il devient presque normal de douter de tout. Ce n'est pas juste un problème de naïveté, c'est une conséquence directe de la manière dont l'information circule aujourd'hui. Depuis des décennies, de nombreux observateurs affirment que la stabilité politique de plusieurs pays africains n'est pas uniquement déterminée par les choix de leurs dirigeants, mais aussi par l'influence directe de puissances étrangères. Derrière chaque coup d'État, chaque renversement soudain ou chaque transition surprise, il y aurait souvent une stratégie géopolitique soigneusement calculée par des services de renseignement tels que la CIA ou la DGSE. L'Afrique reste un continent aux ressources considérables, pétrole, uranium, or, gaz, cobalt, lithium, terres rares. Des richesses essentielles aux grandes puissances industrielles. Contrôler ces ressources, c'est garantir son influence économique et stratégique à long terme. Dans ce contexte, soutenir ou éliminer un président devient un moyen de préserver des intérêts. Certains dirigeants africains ont tenté de s'émanciper de cette emprise, en cherchant de nouveaux partenaires ou en défendant une politique plus souveraine. Souvent, leur mandat a été brutalement interrompu, coup d'État, accident suspect, révolte militaire coordonnée. Ces événements suivent un schéma récurrent, d'abord un climat d'instabilité savamment entretenu, puis une opération éclair menée par des officiers formés à l'étranger, enfin une transition qui réinstalle un pouvoir plus docile. Les services occidentaux n'agissent pas toujours directement. Ils utilisent parfois des réseaux locaux, des conseillers militaires, des mercenaires ou des relais politiques. L'intervention se fait discrète, sous couvert d'aide sécuritaire ou de coopération contre le terrorisme. En surface, tout semble légitime, mais en arrière-plan, les alliances changent, les contrats sont renégociés, et les influences se déplacent. Le résultat, c'est un cycle sans fin,
dès qu'un président tente de rompre avec les anciennes puissances coloniales, un désordre éclate, et une nouvelle figure, plus alignée, prend la relève. Les peuples, eux, assistent à ces changements successifs sans que leurs conditions de vie s'améliorent réellement. Cette mécanique n'est pas propre à un seul pays ni à une seule puissance. C'est un jeu global où chaque acteur avance ses pions. Les services secrets ne sont que les instruments d'intérêt plus vastes, énergie, minerais, influence militaire, contrôle géopolitique. Et tant que ces enjeux resteront au centre des relations internationales, l'indépendance des dirigeants africains restera fragile, soumise à la volonté de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Depuis 2020, quelque chose s'est brisé, ou du moins s'est déplacé dans une direction étrange. Ce n'est pas seulement à cause du confinement ou du virus, mais comme si une sorte de voile invisible s'était abattu sur le monde. Le temps s'est mis à filer d'une manière presque irréelle. Les jours se ressemblent, les saisons s'enchaînent, les années passent et on se réveille un matin en se demandant où tout cela est passé. Ce n'est pas simplement la routine ou la fatigue, c'est une impression beaucoup plus profonde, presque existentielle. Avant, la vie semblait avoir une texture. Il y avait des moments lumineux, des émotions fortes, une certaine intensité dans les relations humaines. Aujourd'hui, tout paraît plus plat, plus mécanique. Les conversations sont souvent superficielles, les gens regardent ailleurs, le contact humain semble plus froid. On dirait que beaucoup ont perdu quelque chose d'essentiel, une étincelle, une capacité à s'émerveiller. Peut-être qu'on a tous été fatigués collectivement, lessivés par l'incertitude, le stress et l'isolement. Le plus étrange, c'est cette sensation de continuité brisée. Les années entre 2020 et maintenant forment comme une zone floue dans la mémoire. On sait qu'elles ont existé, mais elles manquent de substance. Il y a eu des événements, des films, des musiques, des tendances, mais rien ne semble avoir laissé une vraie trace. Même la culture populaire paraît avoir perdu son âme. Les chansons sont plus génériques, les films plus formatés, les jeux vidéo plus vides malgré des graphismes incroyables. On consomme du contenu, mais on ne le ressent plus vraiment. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais beaucoup de gens partagent cette impression d'un changement d'énergie. Comme si le monde avait été recalibré, plus froid, plus rapide, plus distant. Peut-être que c'est juste notre perception collective après un choc global, ou peut-être qu'on est réellement passé à une autre phase de civilisation où la connexion humaine se dissout un peu plus chaque année. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une époque où tout s'accélère. Le numérique a compressé notre rapport au temps, l'information est constante, la nostalgie devient un refuge, et pourtant, malgré toute cette abondance, beaucoup se sentent vides. On avance, mais sans trop savoir vers quoi. On rit encore, on travaille, on poste sur les réseaux, mais on sent bien qu'il manque quelque chose d'indéfinissable. Peut-être que 2020 n'a pas seulement marqué le début d'une crise sanitaire, mais la fin d'un certain monde intérieur collectif. Et depuis, on essaie tous de retrouver ce qu'on a perdu, sans vraiment savoir ce que c'était. L'incendie de Notre-Dame de Paris, en avril 2019, a marqué profondément l'opinion publique. La rapidité du drame, la fragilité du monument, et l'émotion mondiale qu'il a provoquée ont immédiatement laissé place à des interrogations. Dès les premières heures, certains ont trouvé la version d'un accident trop simple, voire précipité. La conclusion officielle parle d'un départ de feu accidentel, probablement lié à un court-circuit ou à une négligence sur le chantier. Pourtant, plusieurs éléments ont alimenté le doute, la précision du lieu où le feu a pris, la vitesse de propagation, et le fait qu'un édifice aussi surveillé ait pu s'embraser en plein jour. Pour beaucoup, cela semblait difficile à concevoir. Ce scepticisme s'explique aussi par un climat général de méfiance envers les institutions. Ces dernières années, la confiance dans les enquêtes publiques, les rapports d'expertise et les médias a reculé. Dès qu'un événement majeur survient, une partie de la population cherche des explications alternatives, estimant que la vérité officielle sert parfois à protéger des intérêts politiques ou économiques. Dans le cas de Notre-Dame, cette méfiance s'est accentuée parce que le monument symbolise bien plus qu'un simple bâtiment religieux. C'est un repère culturel,
historique, spirituel. Sa destruction partielle a été vécue comme une blessure nationale, et beaucoup ont eu besoin d'un responsable tangible. L'idée d'un accident, d'une simple maladresse, semblait trop dérisoire face à l'ampleur de la perte. Enfin, il faut reconnaître que certaines zones restent floues, l'origine exacte du feu n'a jamais été déterminée avec certitude, faute de traces exploitables. Ce manque de réponse définitive nourrit naturellement la suspicion. Dans ce vide, les hypothèses prolifèrent, entre colère, besoin de sens et défiance envers la version officielle. J'en viens sérieusement à penser que la plupart des fuites de jeux vidéo sont en réalité des opérations de communication déguisées. Chaque fois qu'un soi-disant hacker fait fuiter des images, des extraits ou des documents internes d'un grand studio, c'est toujours la même histoire, le contenu est assez crédible pour paraître authentique, mais jamais assez compromettant pour causer de vrais dégâts. Et comme par hasard, la fuite arrive juste avant un événement majeur ou à un moment où la communauté commence à perdre de l'intérêt. Prenons des géants comme Rio, Blizzard ou MiHoYo. Ces entreprises dépensent des millions pour sécuriser leurs serveurs, utilisent des systèmes internes ultra surveillés et ont des équipes entières dédiées à la cybersécurité. Pourtant, on voudrait nous faire croire qu'un inconnu sur Discord réussit à contourner tout cela, récupère du contenu exclusif et le balance sur les réseaux sans que personne ne puisse le tracer. C'est difficile à avaler. Ce qui est plus plausible, c'est que ces fuites soient savamment orchestrées. Un document interne qui s'échappe, une vidéo floue d'un gameplay inédit, un visuel promotionnel accidentellement publié puis supprimé quelques minutes plus tard. Les fans s'enflamment, les théories explosent sur Reddit, Twitter et YouTube, et soudain tout le monde parle du jeu. Les entreprises observent discrètement ce qui plaît, ce qui dérange, ce qui fait réagir. C'est une forme d'étude de marché gratuite, doublée d'une campagne de buzz parfaitement calibrée. Et à la fin, tout le monde joue le jeu sans s'en rendre compte. Les fans se sentent malins parce qu'ils ont trouvé une info cachée, les créateurs de contenu profitent du trafic, et le studio bénéficie d'une attention gratuite avant même d'avoir sorti le trailer officiel. Le public croit assister à une fuite, mais en réalité, il est déjà dans la phase de marketing. Le plus ironique, c'est que ce type de manipulation fonctionne précisément parce qu'on veut y croire. On aime penser qu'on a mis la main sur quelque chose de secret, qu'on sait avant les autres. Mais quand tout est si bien chronométré, si accidentellement parfait, il devient difficile de ne pas se dire que les vrais leaks ne sont peut-être que des publicités déguisées. L'attentat du Rainbow Warrior reste l'un des épisodes les plus marquants de la politique française contemporaine, un cas où un État démocratique a directement ordonné une opération clandestine contre une organisation pacifiste. Le 10 juillet 1985, le navire Rainbow Warrior, appartenant à Greenpeace, était amarré dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le bateau devait partir pour protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, menés à Mururoa. Dans la nuit, 2 explosions ont retenti. Le navire a coulé, et un photographe, Fernando Pereira, a été tué. Rapidement, l'enquête néo-zélandaise a révélé la présence d'agents français. Plusieurs d'entre eux ont été identifiés, arrêtés, puis condamnés. Les preuves étaient accablantes, fausses identités, matériel militaire, traces d'explosifs. La responsabilité de la DGSE, les services secrets français, ne faisait plus de doute. Pendant des semaines, le gouvernement français a nié toute implication, parlant d'une « campagne de désinformation ». Mais sous la pression internationale et les révélations de la presse, la vérité a fini par éclater, l'opération avait bien été ordonnée depuis Paris, avec l'aval du ministre de la Défense, Charles Hernu, et sous l'autorité directe du président François Mitterrand. L'objectif était clair, empêcher Greenpeace de gêner les essais nucléaires français. Ce qui devait être une mission discrète de sabotage est devenu un scandale mondial. La France, d'habitude attachée à son image de nation des droits de l'homme, se retrouvait accusée d'avoir mené une attaque terroriste sur le sol d'un pays allié. Les conséquences ont été lourdes, démissions politiques, tensions diplomatiques, atteinte durable à la réputation de la DGSE et de l'État français. Mais au-delà du scandale,
cet événement a révélé une réalité souvent dissimulée. Même dans les démocraties, les services secrets peuvent agir dans l'ombre avec des méthodes d'une brutalité qu'on associe habituellement à des régimes autoritaires. Le Rainbow Warrior n'était pas une menace militaire. Il portait un message symbolique, celui de la résistance civile face au pouvoir nucléaire. En voulant faire taire une voix écologique gênante, le gouvernement français a déclenché une onde de choc qui a exposé au grand jour la logique du secret d'État et les dérives possibles du pouvoir lorsqu'il agit sans contrôle. Depuis quelque temps, une théorie circule selon laquelle toute cette soudaine obsession autour du chocolat de Dubaï ne serait en réalité qu'une diversion savamment orchestrée. L'idée serait que certaines personnes, probablement des agences de communication ou même des influenceurs payés, saturent les réseaux avec un sujet anodin et glamour pour enfouir sous des montagnes de contenu sucré des histoires bien plus sombres. On parle ici de rumeurs persistantes sur des pratiques humiliantes auxquelles certains mannequins auraient été exposés lors de séjours dans le Golfe, notamment à Dubaï. Quand on regarde la chronologie, c'est troublant. D'un côté, ces histoires de modeling trips commencent à ressurgir, et presque simultanément, le mot-clé Dubaï chocolat explose sur TikTok, Instagram et Twitter. Soudain, tout le monde partage des vidéos de tablettes dorées, des boîtes luxueuses, des dégustations dans des hôtels de luxe. Si quelqu'un tente de chercher les anciens récits dérangeants, il se retrouve noyé dans des milliers de posts culinaires et lifestyle. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le flooding algorithmique, une stratégie utilisée pour contrôler la mémoire collective d'Internet. On ne peut pas effacer une histoire, mais on peut la rendre presque introuvable en créant un bruit massif autour d'un mot-clé. C'est le même principe que lorsqu'un scandale éclate et que soudain les moteurs de recherche sont envahis de communiqués de presse, de campagnes d'influence et de vidéos sponsorisées sans rapport direct mais portant les mêmes mots-clés. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ça fonctionne. La plupart des gens ne cherchent pas au-delà de la première page de résultats. En inondant les réseaux d'un contenu inoffensif, on réécrit littéralement la perception publique. Et quelque part, cela montre à quel point nos souvenirs collectifs peuvent être manipulés à travers des algorithmes qui ne distinguent pas la vérité du marketing. Depuis plusieurs décennies, une même logique semble se répéter dans de nombreux secteurs publics. D'abord, on dégrade lentement la qualité du service, puis on présente la privatisation comme la seule solution possible. Cette stratégie, discrète mais efficace, transforme des biens collectifs en marchés lucratifs. Le mécanisme commence souvent par un manque d'investissement volontaire. Les infrastructures vieillissent, les effectifs diminuent, les conditions de travail se détériorent. Les usagers, eux, constatent des retards, des files d'attente, des erreurs, une impression d'abandon. On parle alors d'un service inefficace ou coûteux, sans rappeler que son affaiblissement résulte souvent de choix politiques délibérés. Une fois la méfiance installée, les discours changent, on parle de modernisation, d'efficacité, de concurrence bénéfique. Les entreprises privées sont invitées à compléter l'action publique, puis à la remplacer progressivement. Ce fut le cas pour La Poste, devenue une société anonyme. EDF a connu le même sort, fragmentée, ouverte au marché européen de l'énergie, au détriment de la stabilité des prix. Aujourd'hui, d'autres secteurs suivent la même trajectoire. Les transports régionaux s'ouvrent aux opérateurs privés. Les hôpitaux manquent de personnel et de moyens, ce qui rend les cliniques privées plus attractives pour les soignants et les patients. L'école publique, elle aussi, subit une pression croissante, classes surchargées, enseignants épuisés, baisse des budgets, pendant que l'enseignement privé se développe et gagne en prestige. Cette logique d'appauvrissement progressif n'est pas toujours assumée ouvertement. Elle s'appuie sur l'idée que l'État ne peut pas tout faire, une formule qui justifie le désengagement. Pourtant, chaque privatisation fragilise un peu plus l'égalité d'accès aux droits fondamentaux. Ce qui relevait autrefois du bien commun devient un produit, on ne soigne plus, on facture, on n'instruit plus, on sélectionne, on ne transporte plus, on rentabilise. Ce processus ne se limite pas à la France. C'est une tendance mondiale,
encouragés par des institutions financières internationales et des modèles économiques qui valorisent la rentabilité immédiate plutôt que l'intérêt collectif. Mais à force de transformer les services publics en entreprises, on finit par oublier leur raison d'être, garantir à chacun ce que le marché, lui, ne donnera jamais sans condition. À l'époque moderne, on peut vivre sans nourriture, on peut vivre sans maison, mais on ne peut pas vivre sans son smartphone. Il fut un temps où posséder un téléphone portable était un luxe, mais aujourd'hui c'est devenu une nécessité. Quand avez-vous passé votre dernière journée sans utiliser votre smartphone? Nos vies étaient autrefois organisées avec soin, nous trouvions des raisons de sortir et de passer du temps de qualité. Aujourd'hui, nous préférons rester seuls et passer notre temps libre à discuter en ligne, alors que ces échanges devraient se faire en rencontrant réellement nos amis ou de nouvelles personnes pour créer des liens authentiques. Que faites-vous le matin quand vous vous réveillez? Ne me dites pas que vous vérifiez directement vos messages. Que faites-vous pendant que vous mangez? Combien de temps passez-vous en ligne par rapport au temps que vous consacrez à votre famille et à vos amis? Avez-vous quelque chose à faire qui ne nécessite pas votre téléphone? Il y a beaucoup de questions comme celle-ci, et toutes montrent à quel point vous êtes déjà dépendant de votre téléphone. Je viens de vous faire comprendre votre dépendance au téléphone, maintenant je vais vous expliquer comment il est devenu un outil de contrôle. Suivi de localisation, la plupart d'entre nous connaissent le concept de géolocalisation et savent qu'il est utilisé dans certains endroits pour suivre la présence des employés. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un système installé sur un téléphone portable qui permet à une application d'enregistrer la présence et de suivre la position en temps réel. Ce système pourrait finir par être utilisé partout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, les employeurs voudront même suivre votre localisation pendant vos congés pour s'assurer que vous ne prenez pas un arrêt maladie pour profiter ailleurs. Contrôle des données, tout le monde est conscient du manque de confidentialité et de contrôle que nous avons sur nos données. Le fait que vos données soient collectées et analysées n'est pas en soi le plus inquiétant. Ce qu'il est, c'est la façon dont elles sont utilisées pour vous programmer. Oui, vous êtes programmé, et ce processus est continu. Mais comment cette programmation se fait-elle? Par l'insertion douce et progressive d'idées familières dans votre esprit. Vos goûts et vos préférences sont connus, et sur cette base, un conditionnement est mis en place à travers le contenu en ligne pour introduire subtilement des faits dans votre esprit. Une fois que vous avez absorbé suffisamment de ces informations, elles deviennent vos pensées, ces pensées deviennent vos croyances, et influencent ensuite vos actions. Réduction de la capacité d'attention, les réels, les vidéos courtes sur diverses plateformes réduisent considérablement votre capacité de concentration. Pouvez-vous rester assis 3 heures sans vérifier votre téléphone? Combien de temps pouvez-vous rester concentré sur une tâche? Notre capacité d'attention a chuté de façon dramatique. Mais comment cela peut-il influencer nos actions? Tout simplement parce qu'on manque souvent des informations essentielles qui viennent après les premières. Par exemple, si vous voyez une information disant « La personne A est le meurtrier de la personne B », comment réagissez-vous? Et si vous voyez ensuite que « La personne A, soupçonnée d'avoir tué la personne B, a été innocentée lors de l'enquête ?» Parfois, l'information est volontairement présentée de manière à ce que vous ne voyez qu'une partie de la vérité, ce qui vous pousse à réagir comme on le souhaite. Surexposition à l'information, notre cerveau est comme un ordinateur qui a besoin de temps pour traiter les informations et se reposer pour fonctionner efficacement. Quand notre esprit est calme et détendu, nous pouvons résoudre n'importe quel problème. Mais que se passe-t-il si votre esprit est saturé et embrouillé? Pouvez-vous encore prendre des décisions réfléchies ou allez-vous simplement suivre ce qu'on vous dit de faire sans trop penser? L'exploitation de vos émotions, l'intelligence artificielle peut désormais comprendre vos émotions et adapter les informations ou les commandes qu'elle vous envoie pour utiliser vos propres sentiments contre vous. Selon votre humeur, vous recevez des messages ou des signaux subtils qui influencent vos actions sans même que vous vous en rendiez compte. Il existe encore de nombreux autres aspects montrant comment nos téléphones contrôlent nos comportements, mais je pense que vous en êtes déjà conscient. Même sans adhérer totalement aux théories d'influence ou de manipulation, il est difficile de ne pas remarquer à quel point les médias façonnent notre manière de penser. La télévision, surtout,
occupe une place particulière. Elle ne se contente pas d'informer, elle oriente la perception collective de ce qui est normal, juste ou acceptable. Les plateaux sont souvent peuplés des mêmes visages, toujours prêts à commenter tout et n'importe quoi. Les invités ne sont pas choisis au hasard, certains représentent une parole calibrée, d'autres servent à décrédibiliser une idée ou une communauté en la faisant porter par des figures volontairement caricaturales. Cela crée une illusion de débat, alors qu'en réalité, la conclusion est souvent décidée d'avance. Ce procédé est efficace. En opposant des intervenants extrêmes ou ridiculisés, on enferme le spectateur dans un choix limité, soit suivre l'opinion dominante, soit se ranger du côté du « fou » ou du « complotiste ». Cette construction médiatique formate la pensée en douceur, en jouant sur le besoin d'appartenance et sur la peur d'être marginalisé. Les chaînes d'information continue ont accentué ce phénomène. Elles entretiennent un flux constant de polémiques, souvent superficielles, qui détournent l'attention des enjeux réels. Les sujets complexes, eux, disparaissent faute de temps ou d'intérêt commercial. Ce qui compte, c'est le clash, l'émotion, l'audience. Ce mécanisme n'est pas nécessairement une conspiration coordonnée, mais plutôt un système qui s'est installé par habitude et par logique économique. Les médias vivent de la publicité, donc de l'attention. Et pour capter l'attention, il faut choquer, provoquer, diviser. Résultat, les idées nuancées, la réflexion de fond, la parole sincère deviennent rares. Il n'est donc pas absurde de se poser la question. Même si tout n'est pas orchestré, le résultat, lui, reste le même, un espace médiatique qui oriente plus qu'il n'informe, et une opinion publique qui croit choisir, alors qu'elle réagit surtout à ce qu'on lui met sous les yeux. Franchement, je commence à croire que le nivellement vers le bas de l'éducation nationale n'est pas juste un accident ou une suite de mauvaises décisions. On dirait plutôt un processus organisé, lent, presque calculé. Depuis des années, on affaiblit tout ce qui fait la force d'un système éducatif, les moyens, les enseignants, les programmes, la place de la réflexion. Et à chaque réforme, on nous parle d'efficacité, de simplification, de modernisation. En réalité, on vide le contenu, on étouffe la curiosité, on fabrique des élèves qui apprennent à répondre, pas à comprendre. Le plus inquiétant, c'est que tout ça finit par produire exactement le type de société qu'on voit se dessiner, des citoyens fatigués, désinformés, submergés, incapables de remettre en question ce qu'on leur présente comme vérité. On forme des générations qui savent manipuler un outil, mais plus analyser une idée. Des gens qui consomment de l'information, mais ne la décodent plus. C'est peut-être là le vrai but, une population qui réfléchit peu, qui ne lit plus, qui s'informe à travers des résumés d'algorithmes. Une population plus facile à gérer, à distraire, à orienter. L'école devient alors un espace de conditionnement social, pas un lieu d'émancipation. On apprend à suivre des consignes, pas à les questionner. Regarde les profs, sous-payés, épuisés, dévalorisés. Les classes, surchargées, sans moyens, sans soutien réel. Les programmes, simplifiés à l'extrême, dépouillés de culture, d'histoire, de logique. Et pendant ce temps, les établissements privés prospèrent. Eux récupèrent les ressources, les meilleurs enseignants, les familles qui peuvent encore choisir. Résultat, l'école publique, censée garantir l'égalité, devient un filtre social qui trie dès l'enfance. Le programme MKUltra, c'est un de ces épisodes qu'on cite souvent du bout des lèvres, comme une curiosité de la guerre froide. On en parle comme d'une expérimentation un peu folle, menée par la CIA dans les années 50 à 60, sur le contrôle mental, le LSD, la manipulation psychologique. Mais on oublie souvent que ce n'était pas une fiction. C'était réel, documenté, financé, organisé par un État. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le sujet a été digéré par les pays alliés, notamment en France. On a transformé une opération d'ingénierie mentale et chimique en une sorte d'anecdote scientifique. L'exemple typique, c'est celui de Pont-Saint-Esprit, ce petit village où des habitants ont été pris de crises hallucinatoires en 1951. À l'époque, on a parlé de pain contaminé,
de farine trafiquée par le boulanger du coin. L'explication officielle est restée floue, bancale, mais pratique, elle permettait d'éviter toute remise en cause géopolitique. Des décennies plus tard, des journalistes ont retrouvé des documents liant cet épisode à des expériences de la CIA sur l'ergot de seigle et le LSD. Et bizarrement, tout le monde a préféré ne pas trop creuser. C'est ce qu'il y a de plus révélateur, la facilité avec laquelle une société choisit de banaliser ce qui la dérange. On rationalise, on dédramatise, on étouffe dans un silence poli. On préfère croire à une bourde locale plutôt qu'à une expérimentation étrangère sur des civils. Parce que ça dérange, parce que ça remet en cause la confiance envers les alliés. Le plus ironique, c'est qu'avec le recul, tout ce qui semblait fou à l'époque a fini par être confirmé dans les archives déclassifiées américaines, électrochocs, drogues administrées à des prisonniers, manipulations psychologiques, tout était vrai. Mais quand il s'agit de reconnaître qu'un État allié a pu mener des tests sur un autre pays, soudain tout le monde devient amnésique. C'est pas un gros scoop, mais la phrase « le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée » est probablement l'un des plus grands coups de com' de l'histoire moderne. Une idée qu'on nous a répétée pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité absolue, alors qu'à la base, c'était juste une opération marketing montée par Kellogg et d'autres industriels de l'agroalimentaire. Au XIXe siècle, John Harvey Kellogg, médecin adventiste, prônait une alimentation pure, sans viande, sans excès, censée calmer les pulsions et maintenir la santé. De ces convictions est née l'industrie des céréales, puis toute une communication savamment construite autour du petit déjeuner, équilibré. Les publicités, les écoles, les nutritionnistes sponsorisés, tout le monde s'y est mis. Résultat, en quelques générations, tout le monde s'est mis à croire que sauter le petit déjeuner revenait à commettre un crime diététique. Sauf que les études modernes contredisent complètement ce dogme. Pour beaucoup, ce repas n'est pas essentiel, tout dépend du métabolisme, du rythme de vie, et de l'activité de la journée. Certains fonctionnent très bien sans manger avant midi. Mais cette flexibilité ne colle pas avec le business model des marques de céréales, des jus sucrés et des biscuits, santé. Alors, on a entretenu le mythe. On a imprimé dans les têtes que l'énergie, la concentration, la bonne humeur dépendaient d'un bol de cornflakes. Le plus fort, c'est la réussite culturelle de cette manipulation. Même les médecins et les institutions publiques ont relayé le message pendant des décennies, sans jamais remettre en question l'origine du slogan. C'est devenu un réflexe collectif, un automatisme, on se lève, on mange, parce que c'est important. En réalité, c'est surtout important pour les marques. Cet exemple montre à quel point une simple campagne marketing peut façonner des comportements de masse, au point de redéfinir ce qu'on considère comme normal. Une phrase inventée dans un bureau de pub, et tout un continent qui adapte ses habitudes alimentaires autour. C'est peut-être un détail pour certains, mais le fait que la plupart des vêtements féminins n'aient pas de vraies poches n'a rien d'un hasard. On présente ça comme une simple question de coupe, de style, de ligne plus élégante, mais derrière, c'est surtout une logique commerciale bien rodée, créer un manque pour vendre autre chose. Depuis des décennies, la mode féminine fonctionne sur ce principe. Les vêtements sont conçus pour être esthétiques avant d'être pratiques. Les poches sont souvent décoratives, trop petites, ou carrément absentes. Résultat, les femmes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les accessoires, sacs à main, pochettes, sacs bananes revisités, tous vendus à prix fort, souvent par les mêmes marques qui ont décidé, justement, de supprimer les poches. Ce n'est pas seulement du marketing, c'est aussi une question de dépendance économique et symbolique. Un homme peut sortir avec juste son pantalon, son portefeuille et ses clés. Une femme, elle, doit presque toujours emporter un sac. Parce qu'on a créé une mode où son autonomie pratique est conditionnée à un achat supplémentaire. Et quand on regarde les chiffres, c'est flagrant, le marché mondial de la maroquinerie génère des milliards chaque année, tirés en grande partie par les sacs à main. Et devine qui détient les plus gros bénéfices ? Les mêmes maisons qui produisent les vêtements sans poche.
C'est un cercle parfait, on vend une contrainte comme une norme, puis on vend la solution à cette contrainte comme un luxe. TikTok est une arme de destruction mentale. Je le pense sincèrement. Pas une métaphore, pas une exagération, une arme pensée pour fragiliser l'Occident de l'intérieur. C'est du génie stratégique. Pas besoin de bombes, pas besoin d'espions. Tu donnes juste une appli gratuite, ultra addictive, et tu laisses les gens scroller jusqu'à perdre tout sens du réel. En 10 ans, t'as une génération entière incapable de se concentrer plus de 15 secondes, accro à la validation sociale, saturée d'images, d'ego et de dopamine. Le plus fou, c'est la différence entre ce que les jeunes voient en Chine et ce que nous voyons ici. Là-bas, Douyin, la version chinoise de TikTok, met en avant l'éducation, les sciences, la discipline, les réussites technologiques. Chez nous, des danses, des clashs, des drames de couple, du contenu creux en boucle. C'est pas un bug, c'est un design. L'algorithme n'est pas neutre. Il ne montre pas ce que les gens aiment, il décide ce que les gens vont aimer. Et ça, c'est un pouvoir monstrueux. Une arme culturelle déguisée en application de divertissement. Pendant qu'on se perd dans le bruit, eux observent. Ils étudient nos comportements, nos tendances, nos failles psychologiques. On s'abrutit, ils collectent. C'est du soft power 3.0. Et le pire ? On l'a laissé faire volontairement. Parce que c'est drôle, parce que c'est viral, parce que ça fait passer le temps. L'ennemi n'a même pas eu besoin d'attaquer, on s'est rendu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.